Bonjour et bienvenue dans cette première édition de LinkedIn Addict Summit, organisée par Adjaratou Lawani et Muriel Tézenas. Donc, je suis Chris Brochek, votre hôte pour cette session, et je vais vous parler du personal branding. Plus exactement, je vais vous expliquer comment utiliser les réseaux sociaux pour booster votre marque personnelle. Voilà, donc je suis Chris Brochek, je suis aussi sur LinkedIn, je suis entrepreneur social et donc digital, consultante, formatrice, digital évangéliste, conférencière internationale. J'ai été l'une des premières femmes à exercer la profession de webmaster au Congo. Donc, je suis la directrice où j'ai créé, disons, 3 structures. Africa Digital Academy, Congo Web Agency, qui est l'agence de conseil en communication, et la Ligue Congo, qui est une association de développement. Et là, aujourd'hui, je suis devant vous en tant que directrice de l'Africa Digital Academy. Donc, on y va. On va parler personal branding. Évidemment, comme il s'agit du LinkedIn Addict Summit, on va essayer tant que possible de le rattacher donc à notre plateforme professionnelle préférée, LinkedIn. Mais on va aussi évoquer aussi les autres réseaux sociaux. Alors, comme vous le savez, nous sommes à l'ère 3.0 et je dirais même 4.0, on dirait que ça a commencé. Et aujourd'hui, en fait, on se pose même plus la question de savoir est-ce qu'il faut être sur Internet ou est-ce qu'il ne faut pas être sur Internet. C'est clair qu'on le sait très bien. C'est même plus to be web ou not to be, c'est que si on n'est pas sur le web, alors à ce moment-là, on n'existe pas, on n'existe plus et on se ferme en fait un tas d'opportunités. Ce qu'il faut savoir aussi aujourd'hui, c'est que beaucoup de choses dans nos vies dépendent d'Internet, dans nos quotidiens dépendent d'Internet, mais sur Internet, en fait, les choses vont très, très vite. Et justement, j'aime bien beaucoup ce croquis parce que lorsque je traîne des pieds ou lorsque je procrastine pour faire certaines tâches et que je tombe sur cette infographie qui me montre à quel point les choses vont vite. C'est vrai qu'il y a notre monde réel, mais il y a aussi le monde sur Internet. Et là, vous pouvez vous rendre compte que le monde sur Internet, il va extrêmement vite. Voici ce qui se passe en fait pendant 60 secondes, soit 1 minute sur Internet. Vous avez 3,8 millions de requêtes sur Google. Vous avez 400 heures de vidéos chargées sur YouTube. Vous avez 156 millions de mails envoyés. Vous avez 243 000 photos téléchargées sur Facebook, 65 000 photos téléchargées via Instagram, 29 millions de messages qui sont traités par Facebook, 350 000 tweets postés donc pendant 1 minute et évidemment sur notre plateforme préférée, en l'espace de minutes, ce sont 120 nouveaux comptes qui sont créés. Donc voilà, donc aujourd'hui, dans ce nouvel espace, dans ce nouveau monde, en fait, les choses vont très très vite. Et j'aime aussi cette autre coquille qui me le rappelle, comment se font les choses en fait. Là, on nous dit carrément que il y a 75 ans, le téléphone pour atteindre 50 millions, non, le téléphone pour atteindre 50 millions de consommateurs, il y a mis 75 ans. L'avion pour atteindre 50 millions de consommateurs, il y a mis 68 ans. La voiture, 62. Facebook, je crois que ça doit être 1 an. J'ai ma barre, attendez. Oui, Facebook, c'est 3 ans pour atteindre 50 millions de consommateurs. Et Pokémon Go seulement 19 jours. Donc c'est pour vous expliquer à quel point les choses vont très très vite. Et nous aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de se dire, ok, c'est vrai que c'est notre monde, mais comment moi aussi je me crée ma part dans ce monde, comment moi je prends ma part du gâteau, comment moi je m'insère justement dans, dans tout ce flot en fait. Et l'autre chose aussi qu'il faut prendre en considération, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait plus le marketing comme avant. C'est-à-dire qu'avant, le marketing à l'ancienne, c'est vrai que c'était un marketing, on faisait ce qu'on appelait le marketing de masse. Vous avez ce petit monsieur-là qui crie sur les toits, donc c'était ça. Donc avant, on faisait de la publicité à la télé, à la radio, on faisait de l'affichage, et puis on ne savait pas forcément sur qui ça allait tomber, combien de personnes allaient cibler, quelle allait être retombée, etc. et tout ça. Aujourd'hui, en fait, grâce aux nouvelles technologies, grâce justement à l'essor en fait du numérique,
on a une approche du marketing qui est beaucoup plus ciblée, beaucoup plus efficace. Et l'une des choses aussi qui est aussi importante aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, on ne va plus tellement vers les gens, mais on essaye plutôt d'attirer les gens. Et le fait d'attirer les gens, on appelle ça de l'inbound marketing. Et pourquoi est-ce qu'on veut que les gens viennent vers nous plutôt que nous, on aille vers eux? Tout simplement parce que nous vivons à une époque où les marchés aussi sont saturés. Les gens ont presque tout vu. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de convertir quelqu'un ou même de faire une vente, lorsque c'est quelqu'un qui vient vers vous parce qu'il est intéressé, parce que d'une certaine manière, vous avez su attirer son attention, que lorsque les gens viennent vers vous parce que vous avez fait, ou que vous puissiez toucher les gens parce que vous avez fait du bruit. Et ça, c'est vraiment ce distinguo aujourd'hui qu'on appelle l'outbound marketing et l'inbound marketing, dans lequel on va aussi compter du coup le marketing digital. Ce qui ne veut pas dire que c'est l'un ou l'autre, mais c'est surtout, aujourd'hui, on va plutôt, même les entreprises, même d'ailleurs, même nous aussi à titre d'individu, notamment pour les entrepreneurs, il s'agit aujourd'hui de voir comment, si je veux faire une stratégie de communication efficace, comment je vais atteindre la masse, et aussi comment je vais avoir une attitude, une approche de communication beaucoup plus ciblée à travers l'inbound marketing. L'autre chose aussi qui a changé aujourd'hui, c'est que nous ne sommes plus des consommateurs et des consommatrices, mais des consommatrices ou des consommateurs de notre développement. Ce qui veut dire qu'avant, on nous servait, avant, on nous servait une sauce, on nous servait un plat, on nous servait un discours, et puis finalement, on n'avait plus vraiment beaucoup de chances d'interagir, etc. Alors qu'aujourd'hui, nous, en tant que là, c'était une présentation qu'à l'époque j'avais fait pour les femmes. En tant que femme, en tant que consommateur, on a maintenant ce pouvoir d'interagir. Et la chose qui a changé, c'est qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, notre voix compte. Et elle compte vraiment. L'autre chose aussi qui a changé, c'est que nous, les individus, nous sommes devenus ce qu'on appelle des marques. On est devenus des marques comment à travers notre personal branding. Et c'est vrai que les gens n'aiment pas quand on dit mais je peux pas être une marque, je ne suis pas une marque. Finalement, par la force des choses, on a été obligé de le devenir. Pourquoi? Parce que là aussi, de la même manière que nous sommes sur des marchés de biens et services qui sont saturés, de la même manière qu'aujourd'hui, lorsqu'on arrive dans le monde du travail, lorsque l'on veut rentrer dans une entreprise, on est en concurrence avec d'autres candidats. Et pour justement faire la différence, pour mieux marquer aussi sa valeur ajoutée, c'est important en fait de faire du personal branding, de travailler justement sur son image, de travailler aussi sur sa valeur ajoutée, parce que c'est cette valeur ajoutée, cette différence peut faire la différence entre vous et un autre candidat. Et ça peut aussi constituer aussi une valeur ajoutée aussi pour l'entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est finalement que le personal branding et est-ce que c'est nécessaire pour moi? Finalement, comme je viens de l'expliquer, oui. Je pense qu'aujourd'hui, c'est indispensable. C'est indispensable même pour une personne aujourd'hui qui est dans une entreprise. Parce que même une personne qui travaille dans une entreprise aujourd'hui, elle va avoir ce qu'on appelle des publics internes. Elle va avoir son boss, elle va avoir ses collaborateurs, elle va avoir des fournisseurs extérieurs. Donc tout ça, en fait, ça va faire partie, tous ces personnes-là, on va avoir des objectifs différents envers chacune de ces cibles-là. Et pour justement pouvoir atteindre ces objectifs que l'on veut avoir auprès de ces personnes, il faut pratiquer le personal branding. Et aussi, il y a aussi un truc aussi qui marche aussi qu'on appelle en ce moment aussi le marketing RH. Mais ce n'est pas de ça dont il s'agit. Donc, le personal branding, alors qu'est-ce que c'est? Ça va être l'art de développer sa marque personnelle. Ça va être la manière dont on va se démarquer et mettre en valeur sa singularité. C'est d'abord mieux se connaître pour mieux se vendre. Alors, là, effectivement, on ne vous montre pas, ça permet de se démarquer. Donc, le personal branding, est-ce que c'est nécessaire? Oui, c'est même d'ailleurs carrément indispensable. Et là, justement, vous voyez cette personne, ce petit bonhomme-là, qui est effectivement rouge, qui se distingue des autres et qui va de l'avant pour franchir la ligne d'arrivée. Alors,
vous avez 53% des recruteurs qui utilisent les réseaux sociaux pour recruter. Vous avez 55% des recruteurs qui se déclarent être influencés par ce qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux. Et vous avez les recruteurs qui déclarent viser des candidats. D'où l'importance justement de pouvoir maîtriser son image et d'avoir du personal branding, tout en étant une des manières justement de gérer son personal branding, c'est d'être sur LinkedIn. Parce ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que si de toute façon vous-même vous ne prenez pas en charge votre personal branding ou votre image sur les réseaux sociaux, il peut y arriver par divers flux, que ce soit par des amis, des collaborateurs, de la famille, que vous apparaissez sur les réseaux sociaux et que vous reflétez une image que vous ne voulez pas donner. Ou alors, parfois, comme c'est le cas pour beaucoup de personnes, il peut y avoir aussi des homonymes qui font pas forcément la même activité, qui n'ont pas forcément parfois une bonne réputation. Donc en fait, il vaut mieux, si vous voulez, que vous construisiez votre image vous-même. De cette manière-là, vous aurez ainsi la main mise, plutôt que vous laissiez votre image se construire sur les réseaux sociaux ou sur Internet, parce que là, en fait, le risque que l'on court, c'est d'avoir un résultat complètement aléatoire et qui peut aussi complètement vous dépasser. Voilà. Alors, finalement, le marketing de soi, en fait, finalement, ça va être constitué de quoi? Alors, ça va être constitué de vos désirs, votre vision, votre objectif, vos projets, votre devenir. Et vous allez vous poser des questions de savoir qu'est-ce que ma valeur ajoutée, quelle est mon authenticité, mes choix, mes stratégies. Et puis aussi, de l'autre côté, vous allez mettre aussi en avant vos compétences, vos valeurs, mon expérience, mes qualités, mon potentiel. Tout ça, en fait, ça va constituer en fait la base de ce que vous allez comme information, de ce que vous allez traiter, ce que vous allez gérer quand vous allez faire le marketing de soi ou quand vous allez travailler sur votre personal branding. Voilà. Là, c'est un schéma qui est encore plus explicite, pardon. Donc, ça va être votre personal branding, voilà, notre marque de soi. Dedans, vous allez avoir votre histoire, vos origines, ça va être votre personnalité, ça va être les compétences que vous avez acquis, votre savoir-faire, votre savoir-être, votre savoir-faire, vos talents particuliers. Quelles sont vos passions? Ok. Et aussi de se poser la question aussi, tout à l'heure, je vous parlais justement du cas de l'entreprise avec des publics internes. Mais en fait, si je fais justement mon personal branding, qui est-ce que je vais atteindre? Est-ce que si je suis entrepreneur, je vais atteindre des clients potentiels? Est-ce que si je suis en entreprise, je veux développer une certaine expertise pour montrer à ma hiérarchie, à mon R plus 1, que je suis capable et apte d'atteindre tel et tel poste, etc. Dans ce que vous allez travailler sur votre personal branding, vous allez avoir vos maîtres à penser et influenceurs. Alors, ça, c'est extrêmement important d'avoir des références. Les maîtres à penser ou des mentors, hein, comme on va les appeler, vous pouvez les avoir dans différents ouvrages. Aujourd'hui, il y a plein de coachs. Vous allez trouver plein de gens. Moi, j'aime beaucoup Anna Nichols, des fois, j'ai lu Tony Robbins, etc. Parfois même Oprah, pourquoi pas, il y a plein de vidéos inspirantes que vous allez trouver sur YouTube, etc. Dans votre personal branding aussi, vous allez aussi avoir aussi vos combats. Quelles sont les causes qui vous tiennent à cœur ou quels sont les objectifs que vous allez atteindre. Et là aussi, on revient aussi sur les valeurs, les socles. Est-ce que pour vous, par exemple, on va dire dans vos valeurs, il peut y avoir quelque chose comme par exemple je sais pas moi, l'écologie par exemple, avec dans l'écologie, l'économie circulaire, etc. Tout ça en fait, ce sont est-ce que vous vous intéressez à la nature, est-ce que vous vous intéressez à l'environnement, etc. Mais tout ça en fait, ça va constituer le socle de votre personal branding, et c'est dans ça justement que vous allez être différent par rapport à un autre candidat. C'est pas parce que vous avez été dans les mêmes universités, c'est pas parce que vous avez fait le stage dans les mêmes écoles que par rapport à un autre candidat, vous allez avoir entre guillemets le même personal branding. Non, là, il y a autant d'individus qu'il peut y avoir de formes de personal branding et de manières de se vendre. Voilà.
Alors, donc le personal branding, marketing de soi, dedans vous allez avoir le personal branding, vous allez avoir les réputations et vous allez avoir tout ce que vous allez faire en relations publiques et en networking. Alors aujourd'hui, justement, pour avoir un personal branding efficace, pour avoir un marketing de soi fort, c'est vrai que c'est le marketing, c'est vrai que c'est le personal branding, c'est les valeurs, le socle que vous avez étudié. C'est vrai que ça va être votre e-réputation, mais il faut pas oublier un aspect essentiel, ça va être aussi l'aspect relations publiques, ce que vous allez être en fait sur le terrain ou en rencontrant les gens. Parce que et il faut que tout ça, ça matche. Ça sert à rien de refléter une certaine image dans les réseaux sociaux et d'être complètement différent dans la vraie vie. Et c'est là justement qu'on fait vraiment appel à ce qu'on va appeler l'authenticité et une certaine forme de transparence. Et de toute façon, quand une personne, elle n'est pas en harmonie avec ce qu'elle est dans la vraie vie, ou quand elle projette une autre image sur les réseaux sociaux qui n'est pas elle, croyez-moi par expérience, ça finit toujours par transpercer. Et de la même manière que il y a des personnes avec lesquelles vous allez super bien sympathiser sur les réseaux sociaux, et ben quand vous allez les rencontrer dans la vraie vie, et ben ça va matcher tout de suite. Donc en fait, ce qu'on l'on met sur les réseaux sociaux, l'image que l'on donne de soi, elle est jamais neutre. Et c'est quelque chose vraiment qu'on doit vraiment travailler, d'où l'importance tout à l'heure des schémas que l'on a vu tout à l'heure avec le petit bonhomme. Voilà, alors, l'e-réputation, donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est l'ensemble des actions que vous allez entreprendre pour gérer votre image en ligne. Mais sauf que gérer son image en ligne, cela réclame de la rigueur, de la méthode, beaucoup de travail. Et aussi, il y a quelque chose aussi qui n'apparaît pas, mais qui va certainement apparaître dans le slide d'après, de la patience, de la régularité. Alors, c'est pas parce que moi je suis en train de conseiller quelqu'un comme ça, un influenceur d'Instagram qui s'est mis à Twitter. Et je le suis, donc on a fait sa ligne éditoriale et tout. Et lui, tout le temps, il m'envoie des messages, il me dit ouais, mais Chris, mais là, j'ai fait ça, 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 je trouve que ça avance pas assez vite, ça engage pas assez vite, j'ai pas suffisamment de lead, etc. et tout ça. Non, les réseaux sociaux, c'est comme beaucoup de choses, c'est comme Rome. Ça, c'est pas, vous construisez pas votre réputation en un jour. Ça prend du temps, de la détermination, de la persévérance et de la régularité. Voilà. Alors, donc du coup, pour savoir où vous en êtes au niveau de votre e-réputation, c'est important de faire de temps en temps. Googlisez-vous ou sinon, vous pouvez utiliser un site aussi comme Nothing to Hide où vous entrez votre nom et vous allez voir ce que ça vous dit. Voilà. Moi, je me suis... voilà, donc vous arrivez, donc qui est Clotilde Marchal? Donc vous regardez un peu dans Facebook, LinkedIn, euh, Twitter, ce qu'on dit de vous et surtout ce qui ressort par rapport à votre nom et surtout si c'est vraiment en harmonie avec l'image que vous voulez donner de vous. Voilà, bon moi je m'étais googlisé il y a quelques temps, enfin je le fais à peu près une fois tous les 2 mois. Voilà, donc moi ça a donné ça, donc j'ai eu voilà, donc les images, on va dire que c'est les images c'est moi, les articles sont des interviews que j'ai données, etc., etc. Donc la particularité de Google, c'est que Google, à part quand on fait du Google Ads, on ne peut pas l'acheter. Le classement de Google dépend d'un algorithme qui a plus de, je sais pas, plus de 300 critères en fait, pour être classé sur LinkedIn, sur Google par exemple. Donc c'est vrai que c'est un travail qui va nécessiter du temps. Par contre, ce que je constate, c'est que alors il y a des sites qui vont vous permettre d'avoir des emplacements privilégiés. Par exemple, le fait d'être sur LinkedIn, vous allez voir que votre photo de profil LinkedIn va ressortir plus facilement. Là, par exemple, là, c'était ma photo Twitter de l'époque. Là, c'est une photo qui est différente, etc. Donc voilà, donc du coup, tout ce que vous postez sur les réseaux sociaux, tout ce que vous postez sur Internet compte. Et c'est pour ça que lorsque, par exemple, même quand c'est pour poster une image de profil sur un réseau social, que ce soit LinkedIn, que ce soit Twitter, que ce soit Facebook, renommez toujours votre image et dedans, dans ce nouveau nom, essayez de mettre votre, essayez de mettre votre nom
avec, je sais pas, par exemple là ça va être Chris Brochek, speech, telle conférence. Pourquoi? Parce que justement Google, c'est quoi? Google, c'est un moteur de recherche et le but de Google, c'est un robot qui parcourt le web et qui récupère les éléments et qui les indexe et qui les fait ressortir quand on fait des requêtes. Donc du coup, lorsque vous avez des images et des éléments que vous envoyez, que ce soit des vidéos aussi, euh, que vous envoyez, dans lequel vous mettez des mots-clés comme votre nom, etc. et tout ça, il se peut que Google les prenne, les récupère et les fasse remonter. Et vous, du coup, ça vous permet de gagner en fait en e-réputation. Donc tout ce que vous allez faire et qui va atterrir en fait, qui est susceptible d'atterrir sur Internet a de l'importance. Par exemple, moi, sur cette page-là, c'est une interview que j'ai donnée il y a quelque temps sur les femmes et l'inclusion dans le digital. Donc, c'est une interview que j'ai donnée à la DIAC. Voilà. Donc, c'est pour vous dire aussi que aujourd'hui, il n'y a plus rien vraiment de neutre. À partir du moment que vous savez qu'il y a quelque chose que vous allez faire qui est susceptible de se retrouver sur Internet, il va falloir faire attention aux images que vous allez donner, au langage que vous allez utiliser et s'arranger pour que entre tout ça, il y ait une certaine cohérence. Voilà. Alors, voilà, donc justement, donc c'est ce que je dis. Donc de quoi va dépendre mon réputation, ma visibilité numérique? Elle va dépendre justement de toute l'activité que vous êtes susceptible d'avoir en ligne. Tout à l'heure, c'est vrai que je vous ai parlé de Google, mais votre présence en ligne, c'est évidemment d'abord votre compte LinkedIn, puisque nous sommes dans LinkedIn Addict Suite. Après, vous pouvez aussi avoir votre site internet, votre blog, les réseaux sociaux que vous utilisez, les interviews, comme c'est le cas pour moi. Là aussi, vous avez des plateformes de publication telles que Medium et Quora qui commencent aussi à avoir un certain impact et qui remontent bien dans les pages de Google. Faites aussi attention aux réponses que vous allez donner dans les forums. Les forums, c'est vrai qu'aujourd'hui on les utilise plus, mais c'est vrai qu'à une époque, ils avaient vraiment le vent en poupe. Les signatures de mail aussi peuvent remonter. Et là aussi, j'ai vu articles de journaux ou interviews que vous faites aussi qui sont susceptibles aussi de remonter et constituent en fait l'ensemble en fait de votre e-réputation. Alors, maintenant les réseaux sociaux, est-ce qu'il faut être partout? Non. Non, parce que quand vous décidez d'être partout, en fait, vous êtes partout et nulle part parce que vous allez diminuer en impact. Alors, LinkedIn, c'est vrai que c'est le réseau de prédilection. C'est un réseau qui va vous permettre de faire du business. C'est un réseau qui va vous permettre de développer un réseau professionnel, même de faire évoluer votre carrière. Donc, c'est vrai que c'est un réseau où il faut effectivement être. Mais sinon, il y a d'autres réseaux. Il y a Facebook, il y a Twitter, il y a Pinterest, etc. Il y a Reddit. Il y a d'autres réseaux. Vous pouvez faire le choix d'y être ou pas, mais en général, ce qu'on conseille, c'est d'avoir 2 ou 3 réseaux sociaux et de s'y tenir. Et j'ai oublié un réseau social, j'ai oublié Instagram. Ouh là là. Voilà. Donc là, c'est globalement les réseaux sociaux. L'infographie est un peu vieille parce que Google Plus n'existe plus. Il y a des données sur les réseaux sociaux, donc ça fait 3,2 milliards d'internautes qui sont sur les réseaux sociaux. Facebook, alors là, Facebook aussi, c'est vrai. Facebook, surtout, nous, dans les milieux diaspora africaine, on va trouver que c'est le réseau, entre guillemets, trop populaire. Mais c'est dingue ce que vous pouvez toucher comme monde sur Facebook. Comme on dirait chez moi au Congo, Facebook, c'est vraiment tout pour le peuple. Et c'est Guangzhou. Mais voilà, donc si vous avez vraiment un message de masse ou si vous voulez vraiment donner une information à une plus large audience sans pour autant cibler, Facebook, c'est le réseau social par excellence où il faut être. Par la suite, donc vous allez avoir Twitter. Twitter, c'est autre chose. Twitter, c'est 280 caractères. Twitter, ça a une autre approche. Twitter, vous allez être sur Twitter pour faire du réseautage, pour faire aussi de la curation de contenu. Pour faire partager du contenu, distribuer du contenu. Twitter, les gens n'aiment pas beaucoup Twitter, mais c'est un réseau qui est très fort et qui est très puissant. Voilà. Alors après, donc Google Plus n'existe plus. Vous avez Instagram. Instagram, là-bas, c'est le royaume de l'image. Donc voilà, Instagram a ses codes, a ses propres codes aussi.
Là, je viens d'apprendre que les lives maintenant sur Instagram vont pouvoir durer plusieurs heures. Ça veut dire que ça va donner à cette plateforme qui à la base ne donnait distribuer que des images une autre dimension. Voilà, donc Instagram, voilà. Et Instagram, on sent que vraiment en ce moment il y a vraiment un challenge entre Facebook et Instagram. Vous allez avoir Pinterest. Pinterest, dans nos communautés en Afrique, dans un premier temps, c'était pas très développé, mais Pinterest c'est un réseau social intéressant où aussi vous pouvez faire de la curation de contenu. Alors la curation, c'est quoi? La curation, c'est s'informer, c'est avoir des images, des textes, des vidéos sur un thème particulier et les redistribuer sur d'autres plateformes. Voilà ce que c'est que la curation. Et quand vous faites de la curation pour repartager un contenu, euh, les gens savent que c'est pas le vôtre. Voilà. C'est différent de faire du plagiat. Et le dernier réseau, c'est LinkedIn, le dernier, mais le premier, puisque nous sommes dans la LinkedIn semaine, qui est le réseau des professionnels par excellence, qui ces dernières années a gagné toutes ses lettres de noblesse en France. Et là aussi, je remarque aussi pour utiliser plusieurs réseaux, ce qui est intéressant justement pour les gens qui veulent vraiment briller sur LinkedIn, c'est intéressant de faire de la veille sur Pinterest, sur Twitter, et de partager justement ces informations sur LinkedIn. Parce que moi, je me rends compte que c'est pas finalement le même type d'information que vous allez retrouver sur LinkedIn et sur Twitter. Et c'est pas le même format, donc c'est vrai que parfois vous pouvez aussi créer aussi des interactions, pardon, entre vos différents réseaux. C'est-à-dire que moi, je vais avoir un compte Twitter dans lequel je vais m'abonner à des comptes, à des gens qui vont me donner des informations. Idem pour Pinterest, et ce contenu-là, je vais venir par exemple le partager sur LinkedIn. Donc ça aussi c'est quelque chose de tout à fait possible. Donc il peut aussi y avoir une complémentarité aussi entre les différents réseaux. Et comme je l'ai dit précédemment, ça sert à rien et c'est très chronophage en fait d'être sur plus de 2 à 3 réseaux. Voilà, donc là en fait c'est un croquis justement qui récapitule en fait ce qu'on a dit un peu précédemment. euh, par rapport aux différents réseaux. Oui, et un réseau social aussi qui marche bien et qu'on a souvent négligé, négligé parce que bon, techniquement parlant, ça demande une certaine expertise, mais euh, qui est très gratifiant et valorisant en termes de visibilité, c'est YouTube. Créer des vidéos sur YouTube aussi, ça permet de bien asseoir une réputation, ça permet d'avoir un très bon référencement sur Google, et c'est quelque chose aussi qui s'interface très bien avec une présence sur LinkedIn. Maintenant, après, ce qui est là, c'est que vous pouvez très bien aussi avoir une chaîne YouTube, vous n'êtes pas forcément obligé de créer du contenu, mais au moins de temps en temps, partager des interviews que vous avez faites, etc. Parce que ça peut être aussi important pour un recruteur de voir un peu comment vous vous exprimez. Voilà. Et idem aussi sur LinkedIn. LinkedIn, on peut faire aussi du LinkedIn Live aussi. Donc voilà. Donc vous avez tous ces outils-là. Donc il ne s'agit pas d'en utiliser exclusivement un, il s'agit de les mélanger intelligemment pour avoir une stratégie, euh, une réputation qui soit cohérente et qui impacte et qui vous aide à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Voilà. Donc ça, c'est un schéma qui reprend encore l'avantage en fait des différents réseaux. Voilà. Donc vous avez là, c'est vrai qu'Instagram se confirme avec une cible plutôt jeune, 26 ans, un but très esthétique, mais maintenant entre-temps aussi qui est devenu aussi commercial, puisque maintenant on vend aussi beaucoup via Instagram. Vous avez Twitter en fait. Le ton, c'est vrai que sur Twitter, il est assez engagé. Vous avez LinkedIn, notre réseau professionnel, avec une moyenne d'âge qui est beaucoup plus élevée. Donc, il s'agit aussi en matière de personal branding et en matière de marketing de soi, de communiquer avec un langage qui va correspondre aux cibles que vous avez sélectionnées. Alors voilà, donc les 5 piliers de votre e-réputation. Alors, ça va être comment est-ce qu'on va voir si vous avez une bonne réputation ou pas. Voilà. Donc vous allez avoir la notoriété. Est-ce qu'on vous connaît et qui vous connaît? Alors par exemple, moi je sais que par exemple sur Twitter,
Si vous êtes abonné à 5000, si vous êtes abonné à 5000 comptes et que vous avez 5000 abonnés, vous avez aucune notoriété. La popularité, c'est est-ce que d'autres personnes parlent de vous et quand elles parlent de vous, qu'est-ce qu'elles disent de vous? Alors c'est vrai que ça, il y a une pratique au début qui m'irritait au plus haut point, c'était le système du tag. C'est-à-dire que moi, j'avais horreur qu'on tag mon nom, ça m'a agacé. Finalement, avec le temps, je me suis rendu compte que quand les gens vous taguent, ça veut dire que donc on veut vous faire passer un message, on veut vous donner une information, on veut que vous repartagez cette information. Donc ça veut dire que vous avez quand même un certain pouvoir, une certaine influence. Donc ça aussi, ça va faire partie de votre popularité, l'autorité. Vos publications, sont-elles consultées? C'est vrai que le but, c'est pas d'avoir des likes, mais quand une publication, plus elle est partagée, plus les gens ont mis des commentaires, plus justement, entre guillemets, ça fait plaisir et plus ça vous donne aussi autorité. Alors, votre expertise, est-ce que vous êtes complet sur votre sujet? Et la confiance, c'est votre cible est-elle engagée avec vous? C'est-à-dire que lorsque vous postez une publication, est-ce que les gens y like? Est-ce que les gens y partagent? Est-ce que les gens y mettent des commentaires, etc. Tout ça, ça va faire partie de la confiance que votre cible a en vous. Ça va faire partie de l'engagement. Voilà. Alors, maintenant, après, effectivement, toujours dans cette histoire d'engagement, c'est à partir de combien on peut être influenceur, etc. Donc ça aussi, voilà. Donc ça, c'est la petite statistique. C'est vrai que Twitter, c'est dur. Twitter, c'est assez dur. On va vous dire que vous allez être à partir d'un statut de 3000 abonnés. LinkedIn, 1500 abonnés, pour moi, ça me semble juste. Pour moi, on est influenceur à partir de 5000, 5000, voire 10 000 même abonnés sur LinkedIn. La page Facebook, on va avoir comme indice justement le nombre de j'aime. Et Instagram, pareil, le nombre d'abonnés, etc. Voilà. Donc, pour être perçu comme influenceur sur Twitter ou Instagram, il est aussi conseillé d'avoir plus d'abonnés que d'abonnements. C'est clair. Voilà. Alors, mais avant d'arriver à ça, pour arriver justement à avoir cette e-réputation, etc., il va falloir que vous produisiez du contenu et que vous produisiez du contenu et que vous produisiez un contenu de qualité. Voilà un peu le process. Donc justement, d'abord la première des choses va être analyse. Je vais regarder un peu mon marché, mes cibles, etc. De la réflexion. Je vais écrire sur quoi, je vais utiliser quoi comme mots-clés, etc. 3, la rédaction. Je vais choisir un angle éditorial, je vais choisir un format. Est-ce que je vais faire passer mon message par une citation, par une image, par une vidéo, etc. Après, je vais la publier. Après, je vais la publier selon le contenu. Je vais voir si je vais la mettre sur un ou plusieurs supports. Et puis après, je vais essayer de voir en fait quels sont les retours des lecteurs. Est-ce que j'ai beaucoup de likes, pas de likes? Est-ce que les gens ont aimé? Est-ce que les gens ont blacklisté, etc., etc. Donc, c'est toujours important lorsqu'on fait un travail, même sur Internet, sur une réputation, d'analyser un peu les résultats. En termes de résultats, vous allez avoir effectivement les choses dont je vais dire, donc le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre de partages, le nombre de messages aussi que vous pouvez avoir en DM, DM, direct message, message privé, par rapport à une publication. Ça va vous donner déjà des indices ça va vous donner déjà des indices, entre guillemets, de popularité ou de notoriété de votre publication. Voilà, donc ça, voilà. Donc sur la stratégie sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord écouter. Donc voilà. Après, il va falloir planifier vos publications. Ensuite, avoir une stratégie, définir le type de réseau, quel réseau, pourquoi, etc. Et 4, il va falloir trouver des outils qui vont vous permettre de communiquer effectivement sur les réseaux sociaux. Ok. Alors, la chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le contenu, notamment le contenu de qualité, il est roi. C'est-à-dire, dans certaines mesures, c'est éviter les copier-coller, ou sinon vous faites de la curation de contenu, c'est-à-dire que vous allez repartager un contenu et que les gens vont savoir que que c'est quelque chose qui n'est pas de votre production à vous. Voilà.
Il va falloir être vigilante contre aux applications qui permettent de faire des publications multiples. Donc là, par exemple, on va avoir des applications comme Buffer ou Agora qui vont vous permettre de poster à la fois et sur Facebook et sur LinkedIn et sur Twitter. Mais surtout quand vous utilisez ce genre d'outils, il faut vraiment vérifier à ce que les formats soient bien adaptés par rapport aux différentes plateformes. Et c'est vrai que ce n'est pas non plus souhaitable aussi de faire du copier-coller bêtement d'un article de LinkedIn via Twitter, via Facebook. Je pense que ou même via après Instagram, je pense que on l'a vu tout à l'heure, chaque plateforme a ses spécificités et parce qu'elle a ses spécificités, les contenus et les publications doivent être adaptés justement à ces spécificités. Alors, 10 questions que je peux me poser en étant sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que je dois communiquer sur tous les réseaux sociaux? Ça, je l'ai déjà dit, non. Vous devez sélectionner stratégiquement les réseaux sociaux sur lesquels communiquer. On a vu des critères sur lesquels vous pouvez vous baser. 2. Quel contenu dois-je publier sur les réseaux sociaux? Alors, vous devez publier sur les réseaux sociaux du contenu à forte valeur ajoutée et adapté à votre cible. Alors, voilà le type de contenu que l'on peut publier sur les réseaux sociaux. Il va y avoir des vidéos, des images, des PDF et des textes. Dans les PDF, il va y avoir les livres blancs, les guides pratiques, des templates, les e-books, etc. Dans les textes, vous pouvez faire des études de cas, des interviews, des recherches, des actualités, des récaps, des études comparatives aussi qu'on voit souvent, que vous pouvez publier sur votre réseau social, y compris d'ailleurs sur LinkedIn, parce que là, justement, quand on fait justement des études comparatives, mettons, entre deux logiciels ou deux produits, ça aussi, vous pouvez créer de la valeur ajoutée. Vous pouvez aussi faire aussi des vidéos de démonstration, des conférences en ligne, des podcasts, etc. Donc, il y a aujourd'hui toute une litanie de contenus que vous pouvez utiliser. Et surtout, ce qui est bien, c'est que par rapport aux différents types de contenus, il y a maintenant différents types d'outils. C'est vrai que, par exemple, à l'époque, pour faire des vidéos, on se disait que c'était très difficile. Aujourd'hui, vous prenez votre téléphone portable, vous avez des applications comme InVideo ou Lumin 5 qui vous permettent justement de faire directement de la vidéo en ligne et du montage de la manière la plus simple qui soit. En ce qui concerne par exemple les PDF, la création d'images, etc., vous allez avoir des plateformes comme Canva, comme Trello, comme Relay.That, qui vont vous permettre de créer vraiment avec très peu de compétences en graphisme, des visuels avec un aspect professionnel. Donc voilà, c'est ça aussi le web 3.0. Voilà, donc là c'est encore un récapitulatif des contenus que vous pouvez créer. Dans les contenus que vous pouvez créer aussi, vous avez aussi la newsletter. La newsletter aujourd'hui, elle a vraiment le vent en poupe. Et pour ceux qui veulent commencer justement à écrire des newsletters avec un budget modéré, on peut commencer par Mailchimp. Après, vous allez avoir des formules payantes comme Sendinblue, iContact, ConvertKit. Voilà. Bon, à bout pour point, c'est ce que je vous ai trouvé, mais voilà, vous avez aussi un outil qui s'appelle aussi Sarbacane aussi, qui est français. Voilà. Mais l'outil de base gratuit avec lequel on peut commencer, qui est assez sympa, c'est Mailchimp. Alors voilà, donc à quelle fréquence dois-je publier sur les réseaux sociaux? Votre rythme de publication sur les réseaux sociaux, il dépend de vous et de votre cible. Il y a des gens qui vont se sentir très bien avec une publication par jour. Il y en a, ils vont publier 2 fois par semaine. C'est vraiment vous et par rapport aux besoins de votre cible. Mais le truc, c'est qu'il faut vraiment être régulier. Voilà, donc ça, je l'ai déjà dit. Comment gagner mes premiers fans et abonner sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, y compris LinkedIn et surtout sur LinkedIn, la patience est la mère de toutes les vertus. La première chose à vous mettre en tête, c'est que vous ne passerez pas de 0 à 10 000 fans ou abonnés en 15 jours. Il faudra certainement du temps. Il faut de la persévérance et de la détermination. Alors voilà, c'est ce que je disais. Donc, comment gagner mes premiers fans? Régularité, patience, qualité de contenu, diversité aussi de contenu. Plus vous allez avoir des contenus variés, etc., plus les gens sont intéressés à ce que vous produisez. Voilà. Je crains pour mon image en communiquant sur les réseaux sociaux, j'ai raison. Non. Communiquer justement sur les réseaux sociaux va vous permettre de maîtriser votre image.
Est-ce que je peux supprimer les commentaires négatifs? Alors ça dépend, oui et non. Moi, je sais que je suis assez... moi, je suis celle qui va laisser les commentaires négatifs. Et en général, quand vous avez une bonne cible et quand vous avez suffisamment d'engagement avec vos cibles, ce sont vos followers, vos abonnés en fait qui vont rectifier le tir par rapport à certaines choses. Et c'est vrai que moi je ne recommande jamais à mes clients d'effacer les commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. Faut les garder parce que justement ça fait partie, la transparence ça fait partie de l'authenticité. Il faut savoir s'expliquer, il faut savoir assumer aussi ses positions. Est-ce que je dois accepter tout le monde sur les réseaux sociaux? Non. Vos contacts sur les réseaux sociaux doivent correspondre à votre cible et à votre domaine d'activité. Alors, je vous conseille sur les réseaux sociaux d'ajuster, d'accepter les contacts susceptibles de vous apporter quelque chose professionnellement. Même vos concurrents, puisque vous serez aux premières loges pour suivre leur activité. Voilà. Non, on accepte. Enfin, moi personnellement, je sélectionne. Peut-être que je devrais être plus sélectif, notamment sur LinkedIn. Est-ce qu'il faut accepter toutes les demandes? Non, pas toutes. Bon, moi c'est vrai que j'ai tendance à privilégier les femmes, les étudiants aussi, parce que je pense que c'est important qu'ils s'interconnectent avec les professionnels. Mais dès que c'est des profils atypiques, genre tu es en Chine et tu travailles dans la métallurgie, franchement non quoi. Qu'est-ce qu'on va avoir à se dire si un jour on se parle? Donc pour moi c'est clairement du spam, donc c'est non. Mais bon, voilà. Donc il faut apprendre, là il faut faire preuve d'un certain bon sens en fait, je dirais, pour pouvoir sélectionner les gens avec lesquels vous allez communiquer sur les réseaux sociaux. Est-ce que je peux faire la promotion de mes produits et services sur les réseaux sociaux? Oui, vous pouvez faire la promotion de vos services sur les réseaux sociaux, mais avec modération. Et en général, on parle d'un ratio de 80-20. C'est-à-dire que 80% du temps, vous allez parler, vous allez donner un contenu qui sera désintéressé. Vous allez donner un contenu, au contraire, qui va vous permettre de créer de la valeur ajoutée pour votre audience. Et 20% du contenu, à ce moment-là, là, on pourra se permettre, en fait, de faire du contenu promotionnel. Parce que si vous êtes tout le temps en mode promotion, 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 vous n'allez pas forcément intéresser vos cibles. Voilà, vous n'allez pas intéresser, les gens ne vont pas s'intéresser. Or, si justement les gens ils viennent vers vous et que vous leur donnez de la valeur ajoutée, quand ils viennent vous suivre, ils ont quelque chose en plus, à ce moment-là, les gens seront beaucoup plus engagés et beaucoup plus susceptibles de vous suivre longtemps. Combien de temps ça prend pour bien communiquer sur les réseaux sociaux? Communiquer sur les réseaux sociaux, ça demande du temps. Il faudrait prévoir à peu près 2 heures par semaine pour communiquer un minimum sur les réseaux sociaux. Voilà, gérer le bad buzz. Et oui, parce que là, les réseaux sociaux, finalement, c'est comme dans la vraie vie. C'est pas le banc des bisounours. Et il va falloir apprendre à gérer aussi ce qu'on va appeler les bad buzz, c'est-à-dire les mauvaises retombées, ou même parfois, tout simplement, même parfois des clashs, ou parfois vous allez être pris à partie par certaines personnes. Alors parfois à tort, parfois aussi à raison. Et ça, il va falloir le gérer comme on gère en fait des conflits dans la vraie vie. Donc il y a des fois où vous devrez intervenir, et puis il y a des fois, on peut aussi laisser aussi le vent passer. Et là justement, j'ai mis cette image justement de H&M, Coolest Monkey in the Jungle, qui avait vraiment fait à l'époque un flopé. Je me souviens, même moi, j'avais boycotté les magasins H&M. H&M s'est racheté en créant un département diversité à la tête de laquelle ils avaient mis, je crois, une dame métisse d'origine africaine pour essayer de compenser. Donc c'est vrai, mais c'est vrai que sur le coup, je pense que l'enseigne a quand même pâti en fait entre guillemets de ce bad buzz là. Un autre bad buzz célèbre, c'est un bad buzz justement de Kit Kat et Greenpeace. Enfin bref. Et ça concernait, je crois, les gorilles. Non, ça concernait les singes en Amazonie. Ça avait tellement, c'est-à-dire que euh, Nestlé avait tellement mal réagi et ça avait provoqué un tel bad buzz pour la marque KitKat que le PDG lui-même était venu faire des excuses parce qu'il y avait vraiment un clash avec Greenpeace, ça avait vraiment impacté dessus. Donc voilà. Donc qui dit bad buzz dit crise. Tous les bad buzz ne nécessitent pas forcément que l'on crée une cellule de crise.
Mais bon, il faut savoir le gérer et surtout, je pense qu'en toute chose aussi, c'est savoir faire preuve de fair play, de bienveillance, euh, de bien fair play, bienveillance, patience, bon sens, pas réagir au quart du tour, réfléchir pour pouvoir apporter justement des réponses appropriées. On a vu parfois des, euh, des community managers mal répondre par rapport à des postes et ça s'est terminé vraiment très mal vraiment pour la marque. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup quand vous gérez bien votre réputation? Et ben, du coup, vous avez un tas d'opportunités que vous n'imagineriez même pas. Donc voilà, moi, grâce à ça, j'ai pu aller à Haïti il y a 2 ans. J'ai reçu des prix parce que ça m'a permis justement de communiquer notamment sur mes actions, sur ce que je fais au niveau social, etc. J'ai pu commencer aussi à être maître de cérémonie parce qu'il y a des gens qui ont pensé que comme je m'exprimais bien dans des vidéos, je pouvais aussi gérer des cérémonies, etc. Donc voilà, ça va vous ouvrir, bien gérer votre réputation, c'est vrai que ça va vous prendre du temps et ça va vous ouvrir aussi des portes que vous croyez qui n'étaient pas à vous et qui vous croyez qui ne vous concernaient pas. Voilà, ça va vous ouvrir un champ de possibilités. Voilà, et pour finir, là c'est mon tips, donc je vais vous conseiller dans la réputation la formation, euh, la superbe formation de Naboufal qui est Show Up and Shine. Donc là c'est vrai que je vous ai mis le teaser pour le masterclass qu'elle a fait, mais j'ai fait partie de la cohorte 2 de cette formation Show Up and Shine. C'est vrai que moi je vais être douée au niveau des outils, mais c'est vrai que dans un premier temps je ne savais pas quoi dire. Et à travers justement cette formation de Show Up and Shine, Nabou, elle travaille sur ça, elle travaille sur tout l'aspect émotionnel, l'aspect confiance en soi, parce qu'il ne faut pas croire, et je pense que beaucoup parfois ont parfois des blocages, ils se disent oui, mais je vais aller sur les réseaux sociaux, mais je vais parler de quoi, je vais dire quoi, ou alors j'intéresse personne. Et justement, Nabou, elle fait un, elle vous fait faire un travail tout cet aspect en amont, show up, pourquoi il faut show up, et puis après elle va vous montrer comment briller. Donc voilà, donc je la recommande. Nabou, vous la trouverez aussi là, sur LinkedIn si vous êtes intéressé par cette magnifique formation. Et voilà, et donc voilà, donc j'arrive à la fin de ma présentation. C'est vrai que Adjaratou m'avait dit 30 minutes et quand elle m'avait dit 30 minutes, j'ai dit waouh, c'est pas assez, mais voilà, nous sommes arrivés à la fin de ma présentation et j'ai fait 47 minutes. Voilà, ben, en tout cas, je vous souhaite donc une bonne continuation euh, de ce LinkedIn Addict Summit et j'attends vos questions avec impatience. Excellente journée et à très bientôt.